Voilà, donc je vais vous dire un petit peu comment va se dérouler la journée. Ce sont nos premières assises des représentants des usagers. Donc on a voulu vraiment un temps pour vous donner la parole. Donc on est content parce que vous êtes nombreux aujourd'hui présents. Et puis un certain nombre des interventions seront disponibles en replay par la suite. Donc pour la matinée, on va commencer par reposer un petit peu la démocratie en santé, qu'est-ce que c'est et pourquoi les représentants d'usagers y ont toute leur place. Voilà, donc on a fait appel à une intervenante spécialiste qui est Olivia Gross sur le sujet, qui sera à distance, mais qui sera en direct et donc qui pourra éventuellement répondre à quelques-unes de vos questions. Ensuite, c'est Aurélie Cassarin-Grand, donc qui est coordinatrice régionale, qui fera un petit peu le retour sur les différentes enquêtes qu'on a pu mener tout au long de l'année, j'allais dire même presque depuis 2 ans. Voilà, puisque la délégation régionale n'a pas été inactive dans cette période et a mené plusieurs enquêtes sur la place laissée ou moins laissée aux représentants d'usagers pendant ces 2 années. Voilà. Euh, Ça nous permettra voilà, d'avoir le paysage complet pour ensuite vous donner la parole. Donc il y a un temps interactif qui est prévu à 11 heures et qui vous permettra à un maximum d'entre vous de pouvoir vous exprimer. Cet après-midi, on enchaînera par une table ronde. On s'est dit qu'il était intéressant d'avoir un aspect thématique et de réfléchir finalement dans le futur à quels pouvaient être les nouveaux endroits où trouver des représentants d'usagers. Donc il y aura une table ronde avec un certain nombre de regards croisés sur les comités d'éthique et comment est-ce qu'un représentant d'usager peut intégrer un comité d'éthique. Voilà. Et on terminera par la question des patients experts. Et on a des patients experts avec nous aujourd'hui qui donneront aussi leur témoignage. Voilà un petit peu pour le programme de la journée. Alors, je ne sais pas si Olivia Gross est déjà connectée. Bonjour. C'est donc à moi de parler avec un peu d'avance, si je comprends bien. C'est ça, vous me confirmez que je suis... Oui, tout à fait. Bienvenue, merci. D'accord. Bon, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Désolée d'avoir pas pu être présente avec vous aujourd'hui. J'avais justement une réunion de travail à la Haute Autorité de Santé sur la participation des représentants d'usagers. On est en train de formaliser un avis pour améliorer sur le plan qualitatif la participation des usagers. Donc, vous voyez que le sujet dont on va parler est d'actualité. Donc, bon, petit élément de contexte, la loi du 4 mars 2002, vous le savez, a mis en avant la nécessité de la participation des usagers dans les dispositifs qui les concernent, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et puis depuis cette époque, toutes les lois de la démocratie, enfin toutes les lois concernant la démocratie sanitaire, mais même et médico-sociale, voilà, n'ont fait que réaffirmer ce principe. Au sein des établissements, et je vais parler essentiellement de la participation des représentants d'usagers au sein des établissements hospitaliers, j'espère que ça répond à vos attentes. Cette participation s'est notamment traduite sur le plan collectif par la participation des représentants d'usagers au sein des commissions des usagers. Donc, représentants d'usagers, ce sont des bénévoles dont l'action est tournée vers l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose de fort qui nous unit et je m'inclus là-dedans et je vais d'ailleurs utiliser beaucoup le « nous » dans ma communication puisque je suis moi-même représentante d'usagers dans un hôpital de la PHP à Paris. En fait, on n'imagine plus un hôpital sans représentants d'usagers. Et je dirais même que si aujourd'hui on est dans une période où la démocratie en santé se fait par endroits aussi participative et sous d'autres formes, il me semble que les autres acteurs restent encore des invités à l'hôpital.
alors qu'il n'y a que pour les représentants d'usagers pour qui ça n'est pas le cas, ce sont les seuls permanents. Alors si ça semble aujourd'hui aller de soi, vous me permettrez de rappeler que dans un temps pas si lointain, que j'ai moi-même connu, c'était pas le cas. Et que donc c'est quand même voilà une belle avancée. Et alors, ce qui m'étonne toujours quand moi-même je participe à une CDU, d'ailleurs j'en ai une encore vendredi, c'est à quel point, sans qu'on se concerte entre RU, on a la même grille d'analyse de ce qui se dit, on a la même grille d'analyse des plaintes, des réclamations, des lettres de réponse qui nous sont proposées, alors que les professionnels de l'établissement autour de la table n'y voient absolument pas la même chose que nous. Et combien de fois on a dû lutter pour changer des catégorisations de certains éléments des plaintes, et nous 4, on est toujours d'accord entre nous, et on a encore du mal à faire passer nos idées. En fait, on a l'impression des fois qu'on n'a pas du tout le même texte sous les yeux. Et en fait, nous, en tant que représentants d'usagers, on a une sensibilité particulière qui fait qu'on est réceptif à l'effet qu'une réponse trop administrative va produire chez la personne qui va recevoir le courrier. Et comme on a une sensibilité vraiment particulière, je pense aussi très aiguisée pour la sécurité émotionnelle, je dirais, des patients, qui va peut-être être moins traitée par les autres acteurs. Ce que j'essaye de dire là, c'est qu'on interprète le monde à partir de là où on l'interroge, que notre point de vue sur le monde, sur ce qui nous est présenté, il dépend de qui on est et d'à partir d'où on regarde ça. Alors en sciences humaines et sociales, on réfère ce phénomène aux épistémologies situées, en fait, qui ont montré que la localisation corpo-politique du sujet qui parle, du sujet qui énonce, impacte ce qu'il dit, et c'est la même chose exactement pour le sujet qui interprète, qui écoute, qui va écouter à partir de la place qu'il a dans le monde. Imaginons une situation clinique. Voilà, quelle que soit la situation clinique. Et bien, si on fait venir le directeur d'établissement, il va regarder cette situation clinique avec une logique très centrée sur, je ne sais pas, financière, une logique financière. Bon, alors, c'est peut-être grossier, hein, ma typologie, mais vous me pardonnerez ça. Mais il va l'appréhender selon une logique financière, peut-être une logique sécuritaire. Si on fait venir un médecin, il va regarder la même situation avec une logique données probantes, preuves médicales. Si on interroge le patient concerné, lui, il va répondre en fonction de ses besoins. Est-ce qu'on a répondu à ses besoins? Et si on fait venir le représentant d'usager, lui, il va regarder encore d'autres choses. Il va regarder si les droits ont été respectés, si l'autonomie de la personne a été respectée. Donc, en fait, on a besoin de tous ces acteurs pour traiter correctement, avoir une lecture globale de la réalité. Et vous aurez remarqué que même la personne concernée ne va pas forcément regarder la même chose que le représentant d'usager qui, lui, a des connaissances en termes d'éthique, de droit, de bonnes pratiques, de recherche de l'autonomie de la personne, ce qui n'est peut-être pas le cas de la personne elle-même qui est hospitalisée, qui va juste regarder si on a pris en compte ses besoins, si besoins immédiats. Et très concrètement, vous voyez, au moment du Covid, la PHP avait réuni un petit groupe de représentants d'usagers au départ et leur avait dit on voudrait faire une fiche pratique pour aider les proches. Réunissez un groupe de proches qui ont connu le Covid pour nous aider à faire une fiche d'information pour les proches. Et ce petit groupe m'a contacté, m'a demandé mon avis. Et je leur ai dit, ne faites pas un groupe de travail qu'avec les proches. Faites aussi dans ce groupe de travail avec des représentants d'usagers. Certes, ils n'ont pas l'expérience de première main et peut-être même pas encore de retour d'expérience de ces proches parce que c'était très frais. Mais si vous ne mettez pas de représentants d'usagers, il y a plein de sujets qui ne vont pas être traités. Les proches n'auront peut-être pas une vision aussi globale. Voilà, sur les thèmes que je venais d'énoncer précédemment. Donc finalement, c'est ce qui a été fait. Un groupe mixte avec des personnes ayant vécu l'expérience de première main
et des représentants d'usagers pour ce qu'ils pouvaient apporter avec un souci peut-être voilà, particulier. Alors cela dit, cette perspective, on va l'appeler ça comme ça, hein, ce regard particulier des représentants d'usagers, cette perspective représentant d'usagers, certains peuvent penser qu'elle est spontanée, qu'il suffit d'être représentant d'usagers pour tout de suite avoir cette lecture-là. D'autres vont penser qu'elle s'acquiert en fréquentant d'autres représentants d'usagers ou dans des espaces collectifs. Moi, personnellement, je pense plutôt qu'elle s'acquiert en fréquentant des groupes, des espaces collectifs. Moi, je pense vraiment qu'il faut du collectif. Et d'ailleurs, de manière générale, j'invite du collectif comme ce que vous vivez aujourd'hui d'ailleurs. Mais même au niveau, quand on prépare une CDU, quoi, il est vraiment utile qu'on s'organise entre nous. Alors nous, on a la chance d'être 4 dans cette CDU. Les suppléants sont considérés comme les titulaires. Je sais que ce n'est pas le cas partout. Et l'idée, c'est de s'organiser entre nous et de préparer la réunion entre nous avant. Ça nous permet de nous forger une opinion collective sur les sujets qui vont être traités. Et quand on a une opinion collective et qu'on est un peu sûr de nous parce qu'on partage, voilà, on sait ce qu'on veut dire, eh bien, ça permet que les voix soient beaucoup plus audibles parce qu'on est plus sûr de nous-mêmes. Et puis parce que c'est pas la même chose que de s'exprimer d'une voix qui semble individuelle, un peu hésitante, que d'une voix affirmée et qui met en avant dans l'espace de la CDU le fait qu'avant, il y a eu une concertation préliminaire entre représentants d'usagers. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de ce que je viens de dire, c'est que notre utilité de représentant d'usagers, elle est certaine, même si des fois, elle reste invisible à nos propres yeux. En fait, il est un peu plus facile de se sentir utile dans notre rôle associatif, je pense, que comme représentant d'usagers. Mais à mon avis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas utile. Ça veut dire que le système, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus complexe, et que si on interrogeait les autres acteurs, ils auraient sans doute la même impression. Il est très difficile de percevoir ce que une ou deux personnes, voilà, ont fait bouger dans ce système. Donc je pense que ce sentiment qu'on peut avoir parfois, finalement, il doit être quand même hyper partagé par ceux des autres. Même s'il est difficile, sans doute, par moment, de voir sa propre valeur ajoutée personnelle dans un système, voilà, c'est ça qui est complexe, qui est lourd. Voilà. Je mentionné le Covid. Alors c'est vrai que chacun d'entre nous savons que pendant la première période du Covid, eh bien, de l'épidémie, la démocratie sanitaire n'a pas bien fonctionné, et c'est même une litote, elle n'a pas fonctionné du tout dans les premiers temps de l'épidémie. Pas plus d'ailleurs que les droits individuels des personnes, hein, qui eux aussi ont été quasi tous bafoués, hein. Voilà, les proches n'avaient pas d'informations, les personnes de confiance pas sollicitées, le consentement sans doute très très peu recueilli, voilà. Et pour ce qui est des droits collectifs, eh bien la crise, elle a révélé que la démocratie en santé n'était pas un automatisme encore, et peut-être pire, qu'elle n'a pas été vue comme une aide aux décisions. Et ce que ça nous dit, c'est que la démocratie en santé, elle peut régresser à tout moment. Et en fait, il y a des pays même où on voit ça regresser. On voit la démocratie en santé regresser, et pas des pays, des pays fortement démocratiques. Et je pense notamment au Canada, où on a beaucoup d'articles en ce moment qui mentionnent, et j'ai rencontré encore un Canadien titulaire d'une chaire de recherche sur le partenariat récemment, qui me disait la démocratie en santé recule au Canada. Donc il faut quand même être conscient de ça, que c'est jamais un acquis, et qu'on aurait tort voilà, de prendre pour acquis ce qui nous semble aller de soi, et pour lequel des fois on se bat plus tellement on a l'impression, hein, c'est comme le vote des femmes, voilà, c'est plus un enjeu. Quand on a l'impression que les choses vont de soi, peut-être qu'on le chérit pas assez. Et donc, ça reste vraiment à faire fructifier, parce que je pense que dans ce domaine, si on n'avance pas, eh bien, on recule.
Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer que la démocratie en santé, elle reste vivante, qu'elle avance, et voilà, et de rester des acteurs militants de ça, et d'en vouloir toujours plus. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je me positionne. Alors, heureusement, en l'occurrence, il semble que passé la première phase de l'épidémie, qu'on appelle tous maintenant de sidération, il semble que depuis, il y a eu comme un rebond. J'ai recueilli beaucoup d'expériences qui vont dans ce sens, et puis c'est aussi le cas, mon cas personnel dans mon propre établissement. Il y a eu un peu des liens resserrés avec la direction. Je pense qu'elle a perçu qu'on était des partenaires, qu'on était soucieux de savoir comment ça se passait pour le personnel, qu'on était dans le même bateau et qu'on ramait dans le même sens, quoi. Et j'espère qu'ils vont garder cette idée-là. Parce que parfois, on a encore l'impression qu'ils nous prennent un peu comme un contre-pouvoir ou quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, on est des partenaires. Nous, ce qu'on veut, c'est la même chose que les autres acteurs, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des soins. Enfin, voilà, on va exactement dans le même sens. Alors heureusement, il y a des lieux pour qui ça fonctionne très bien de manière générale. D'ailleurs, souvent grâce à des CRUA qui sont investis, et je dirais presque tout aussi militants que nous pour la démocratie en santé. Et je pense que c'est souvent eux qui font que nous ne sommes pas... alors je disais qu'on était les seuls acteurs permanents dans le système, mais parfois on reste quand même des invités permanents. Et je pense que quand les CRUA sont très investis et très militants, on n'est pas que des invités permanents, mais des réels partenaires. Alors un dernier point que je voudrais apporter, enfin je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas un autre point que je voudrais apporter à la discussion, en espérant me faire comprendre, parce que, alors je veux bien qu'on en discute après, je ne sais pas si c'est une idée entendable, mais je vous livre ce que j'ai sur le cœur. En fait, on entend souvent que le représentant d'usagers, il est positionné comme un défenseur des droits. Et moi, cette formule me gêne, parce que je ne pense pas, et pourtant je ne suis pas idéaliste, je suis plutôt assez réaliste, je crois, dans la vie, mais je ne pense pas que les droits aient besoin d'être défendus. Soutenus, certes, défendus me gêne. Je vais essayer de développer. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que d'abord, les représentants d'usagers, ils ne se soucient pas que des droits, ils se soucient de la qualité des soins, je viens de le dire, dans son ensemble. Et d'ailleurs, on ne dit pas est-ce qu'ils défendent la qualité des soins? Ben non, parce que tous les autres acteurs veulent la qualité des soins. Et donc, j'espère que pour les droits, il en est autant, que plus personne aujourd'hui s'indigne que les patients doivent consentir, que la douleur doit être prise en compte, etc. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que parler de défense de droits me paraît contre-productif, parce que ça conduit à, je trouve, à opposer les uns aux autres, comme s'il y avait d'un côté des attaquants et de l'autre des défenseurs. Alors que je pense que tout comme les professionnels de santé, voilà, on veut l'amélioration continue de l'hôpital, on veut un hôpital qui soit promoteur de santé, c'est-à-dire un hôpital qui ne répare pas à gauche ce qu'il a abîmé à droite, un hôpital qui soit bien traitant pour ces professionnels de santé, parce que des professionnels de santé qui vont bien, qui sont bien traités, qui ne sont pas en burn-out, et contraints de faire avec, oui, là c'est ça, un turn-out inflationniste, ce sont des professionnels bien traitants pour les malades qu'ils accompagnent, et puis il y a moins de problèmes en termes de sécurité des soins. On veut un hôpital qui ne génère pas d'infection nosocomiale, on veut un hôpital qui ne génère pas de traumatisme, un hôpital qui soit tourné vers la ville, qui fasse de la prévention, qui assure la continuité des soins, un hôpital qui continue d'accompagner au mieux les patients, même quand les soins curatifs sont vains, y compris à domicile.
un hôpital qui lutte contre toutes les formes de douleurs, qu'elles soient soit des douleurs physiques ou des douleurs psychologiques ou émotionnelles. On veut un hôpital qui ne trie pas ses patients, qui ne fait pas de discrimination. Voilà, alors on peut traiter ces enjeux sous l'angle des droits, mais on peut aussi les traiter comme des enjeux de qualité des soins, et tout ce que je viens d'énoncer est de l'ordre du droit comme de la qualité des soins. En fait, on est dans notre rôle de RU quand on veut que l'hôpital fabrique de la santé et non pas qu'il fabrique des problèmes supplémentaires et évitables. Alors, ça fait lien avec une autre idée, c'est que je suis inquiète en ce moment de constater qu'il y a une banalisation au sein de l'opinion publique de l'épuisement des soignants, du manque de ressources humaines à l'hôpital. Je pense qu'il risque de découler de ça un vrai recul des droits individuels et de la qualité des soins. Et que, en fait, le pire, c'est que ça devienne acceptable et excusable. On entend les patients dire les pauvres et tout accepter. Et je pense que nous, on ne doit pas rentrer là-dedans. On doit collectivement veiller à ne pas nous résigner devant cet état de fait. Et on doit rester dans notre rôle, c'est-à-dire être force de proposition malgré ce contexte qui est réel, bien sûr. Voilà, le rôle du représentant d'usager, il est vraiment, je pense, dans ça, c'est-à-dire d'être force de proposition. Il est d'être vecteur de l'amélioration de la qualité des soins. Et je vous rappelle que c'est vraiment ça qu'avait mis, enfin, c'est sous cet angle-là que Étienne Cagnard, qui est l'auteur du rapport qui a préfiguré la loi de 2002, il avait justifié tous les droits collectifs dans ce rapport. Par le fait qu'on serait des vecteurs de l'amélioration de la qualité des soins. Alors cela dit, à la veille des 20 ans de la loi Kouchner, même si la démocratie en santé a fait des progrès ces dernières années, alors notamment, je voudrais le souligner en termes de transparence dans les nominations, il nous reste encore à gagner la bataille du qualitatif. C'est-à-dire voilà, d'essayer d'améliorer qualitativement notre participation. Même si on sent bien voilà, que, notamment dans les orientations les plus récentes de l'évaluation de la qualité à l'hôpital, etc., dans les productions HAS notamment, voilà, le rôle de représentant d'usagers prend de plus en plus d'ampleur et d'importance. Alors le qualitatif, ça passe notamment par le fait d'inverser les rapports informationnels. Alors ça, c'est une suggestion que je fais, hein. Vous vous en emparez ou pas, et ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais je trouve que dans une CDU, à l'heure actuelle, on est un peu submergé par les informations. Et de ce fait, l'apport des représentants d'usagers est dilué. L'idée, ce serait d'aller vers d'inverser ce rapport-là, que ce soit les représentants d'usagers qui apportent des informations. On l'a un peu testé à une occasion dans mon hôpital. En fait, les représentants, dans le cadre d'une recherche qui a été promue, c'est-à-dire financée par la PHP, j'ai été chargée, on a décidé avec les représentants d'usagers d'identifier un thème de recherche qui leur tenait à cœur. Et moi, je les ai guidés tout au long de la recherche qu'ils ont réalisée, eux. Et il s'agissait d'une recherche qui visait, évidemment, des actions correctrices en termes de qualité. Donc, en fait, le sujet qu'ils ont identifié, qu'ils voulaient traiter, c'était quelle est l'expérience de sécurité des soins des patients à l'hôpital. On sait que les professionnels reportent insuffisamment les accidents ou les événements indésirables. Alors, pas les très graves, évidemment, quand ça conduit à une mort ou à un handicap très grave, ça passe pas, c'est déclaré. Mais tous ceux qui ne conduisent pas à quelque chose d'aussi grave alors qu'ils auraient pu conduire à quelque chose de grave, c'est juste que les étoiles se sont alignées dans le bon sens, ne sont pas déclarés. Ça, c'était quelque chose qui était connu. Donc nous, on s'est dit, on veut aller questionner directement les patients qui sont hospitalisés pour qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Donc les représentants d'usagers sont allés dans une vingtaine de services hospitaliers différents sur les différents GH de l'hôpital.
et ils sont allés donc questionner, avoir des entretiens approfondis avec un certain nombre de patients hospitalisés. Et puis après, on a fait un questionnaire, ils sont retournés dans les 20 services hospitaliers et ils ont systématiquement distribué, aidé à remplir d'ailleurs les patients hospitalisés ces questionnaires. Et on a identifié, sans surprise d'ailleurs, hein, sans réelle surprise, on a juste pu objectiver des choses qu'on ressentait en fait. Un certain nombre de problèmes. Alors ceux qui ont été particulièrement identifiés, c'était que les personnes n'étaient pas pesées, jamais, ni à l'entrée, ni une semaine après. Y compris d'ailleurs, on avait interrogé des personnes qui étaient hospitalisées pour dénutrition et qui n'étaient pas plus pesées que d'autres. On a identifié des vrais problèmes en termes de continuité des soins. Les patients qui la prenaient 1 heure avant de sortir, qui sortaient sans qu'ils soient préparés à leur sortie, sans qu'on leur ait donné la moindre notion de ce à quoi ils devraient rester vigilants une fois de retour à la maison. Voilà, bon, on a identifié une certaine... Et puis évidemment, le fait que ce soit Alors, les représentants d'usagers ont eu tout au long de cette recherche à quitter leur posture de représentants d'usagers, puisque c'était une recherche. Donc, il était évidemment hors de question que pendant qu'ils recueillaient ces entretiens, ces questionnaires, ils aillent tout de suite voir un cadre de service en disant il y a un problème là en termes de sécurité des soins. Je ne sais pas moi, les soignants ne se lavent jamais les mains quand ils rentrent dans cette pièce, par exemple. Donc à ce moment-là, ils pouvaient absolument, il fallait qu'ils restent un peu neutres. Mais à la suite, quand on a analysé ensemble tout ce qui était ressorti, là, c'était le moment de reprendre leur rôle de représentant d'usagers et d'identifier des actions correctrices qu'ils voulaient proposer à la PHP. Et ils s'étaient dotés de données pour vraiment construire leur plaidoyer quelque part. Bon, là-dessus est arrivé le Covid, donc les restitutions à l'hôpital ont été malheureusement différées. Et ça s'est un peu noyé au milieu, c'est plus l'urgence, même si évidemment que les problèmes de sécurité n'ont certainement pas dû disparaître dans cette période-là. En tout cas, on était moins attendus, c'est un peu, malheureusement, on n'a pas eu... voilà, ça s'est terminé un peu pas comme on l'espérait. Donc, on est en train de reprendre ce dossier-là. Mais par contre, au niveau de la direction générale, au niveau de l'hôpital en lui-même, par contre, au sein des CDU, là où chacun de ces représentants d'usagers auxquels ils participent, tout au long de la recherche, les CDU étaient très demandeuses des retours d'informations. Et on a vraiment inversé ce rapport informationnel. Hein. Les 12 représentants d'usagers très, très investis dans cette recherche revenaient dans ces CDU, c'était eux qui avaient des informations à y apporter. Et je pense que ça, c'est à encourager. Parce que oui, ça contribue vraiment à faire en sorte d'inverser un peu les rapports. Et de manière générale, je pense que les représentants d'usagers seront meilleurs dans leur rôle quand on aura facilité l'accès aux personnes qui représentent ou à l'expérience des personnes qui représentent. Ce qui était le cas là pendant cette recherche, mais qui peut être fait hors recherche. On sait bien que le lien direct avec les patients de l'hôpital est insuffisant, même si maintenant on est invité en tant que représentant d'usagers à participer aux patients traceurs lors des évaluations internes. Pas encore lors des évaluations externes, d'ailleurs, je crois, ce qui est un peu étonnant, mais bon. Il est aussi insuffisant, sans doute, et là peut-être de notre fait, avec les associations qui interviennent à l'hôpital, et les associations, et puis pareil avec les associations de malades dont les patients sont suivis dans un hôpital donné. Les patients partenaires qui maintenant œuvrent aussi, collaborent avec les professionnels au sein des hôpitaux, peuvent aussi être des relais de l'expérience patient et d'informations qui nous seraient utiles dans notre rôle de représentant d'usagers. En fait, il y a beaucoup d'acteurs, même non institutionnels, enfin j'appelle non institutionnels pour, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais pour distinguer des salariés de l'hôpital. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des objectifs communs qui gravitent dans l'hôpital.
donc les patients partenaires, les associations de malades, les associations de bénévoles. Il faudrait peut-être qu'on organise des temps de rencontre et peut-être même un projet des usagers communs. Ça pourrait sans doute être utile et intéressant. Et je pense aussi qu'on pourrait, en CDU, mettre à l'ordre du jour de manière systématique un bilan annuel pour tracer l'évolution de la participation sur toutes ses formes dans les établissements, et on serait dans notre rôle de représentant d'usagers, là encore, de s'assurer que cette participation soit constamment croissante. Donc pour conclure, je pense que dans ces 20 premières années, le cadre général a été mis en place, les acteurs se sont mutuellement apprivoisés, je dirais, et je veux croire que les perspectives qui s'ouvrent à nous pour les 20 prochaines années peuvent être celles d'une démocratie représentative renouvelée et contributive d'une réelle transformation. Et on sait bien à quel point l'hôpital en a besoin sur tous les plans. On l'entend assez dans les médias que vraiment, c'est se transformer ou mourir aujourd'hui. Donc c'est à nous de contribuer à écrire collectivement cette histoire. Et à mon avis, on y arrivera à une seule condition, c'est celle de penser collectif et de penser collectivement. Je vais vous dire pourquoi, parce que la désorganisation des acteurs les plus faibles dans un système, c'est la voie royale de l'inertie. C'est même celle qu'utilisent en général les acteurs les plus forts pour s'assurer que les acteurs faibles vont rester faibles. Donc, merci à France Asso Santé pour cette journée qui justement permet de soutenir un élan collectif, et c'est vraiment voilà, ce dont on a besoin, et qui peut permettre qu'on voilà, qu'on s'organise, qu'on se structure et qu'on pense collectivement. Merci pour votre écoute, et je suis vivement à l'écoute je ne sais pas s'il y a un temps prévu, mais des échanges, des réactions. Alors, un grand merci, Olivia Gross. On est ravis d'avoir pu entendre votre intervention. Effectivement, on va prendre les questions s'il y en a quelques-unes dans la salle, et je vois qu'il y a déjà des mains levées. Moi, j'aurais une première question. Vous avez utilisé je crois, un sigle. Alors, en tout cas, je ne l'ai pas compris. Vous avez parlé de CRUA. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un CRUA, et du coup, peut-être remettre un peu le contexte de votre propos là-dessus, parce que c'est un moment où je pense que toute la salle n'a pas compris. Ah pardon, alors c'est peut-être un mot, alors je ne me rendais pas compte que c'était peut-être un terme APHP, j'en sais rien, mais on appelle comme ça le chargé de relation avec les usagers. Donc à l'AP, dans chaque établissement, il y a une personne qui est chargée des relations avec les usagers, et dont le rôle est aussi d'être la personne qui est en contact avec les représentants d'usagers. Et c'est vrai que très souvent, c'est cette personne qui va nous inviter dans des groupes de travail au-delà de la CDU, et voilà. Et c'est vraiment elle qui fait le lien avec l'établissement. Et quand c'est un moteur, c'est ça qui nous ouvre des portes. Et c'est vraiment la personne. Enfin, les valeurs de cette personne sont et sa faculté à convaincre d'autres acteurs que les représentants d'usagers doivent aussi participer à ça, et ça est vraiment primordial. Et voilà, et nous, on fait tous le constat que quand cette personne est un grand allié, bien voilà, ça nous ouvre des voies nouvelles et intéressantes. Bonjour, une première question. Donc moi, je suis représentant dans un CHU. Et il y a un débat qui monte sur la gouvernance des hôpitaux, donc en particulier dans notre CHU à nous. Est-ce que, en tant que représentant d'usagers, on a quelque chose à y faire dans ce débat? Quel impact par rapport à la qualité de l'hôpital, par exemple, s'il y en a un? Et puis, est-ce qu'on doit dire quelque chose? Est-ce qu'on doit participer à quelque chose, dans la mesure où on nous demandera notre avis, bien sûr, parce que ça n'est pas évident. Mais on ressent quand même et on le voit dans les médias, hein, qu'il y a la relation entre les directeurs d'hôpitaux et les médecins. Elle est en train de bouger un petit peu. Donc, je ne sais pas jusqu'où. Parce qu'on a connu des systèmes antérieurs où, voilà, on sait comment ça marchait. Donc, est-ce que nous, on a quelque chose à y faire ou pas du tout? D'abord,
je me sens pas légitime pour vous dire ce que vous devez faire. Déjà, c'est la première chose. Pas du tout. Je vais vous dire, je sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai échangé hier avec une femme que je sais très engagée au niveau de la gouvernance des hôpitaux. Elle est membre du conseil de surveillance, directoire, etc. Donc, elle me disait qu'en tant que représentante d'usagers, elle sent qu'elle y a tout son rôle et toute sa place, alors, on essaye de retrouver elle me disait que c'était très intéressant parce que ça parlait des liens ville-hôpital et que c'était le seul endroit vraiment dans l'hôpital où il pouvait avoir une vision de cet ordre-là. Elle me disait aussi que même les réflexions sur le budget, elle sentait qu'elle avait un rôle à jouer en tant que représentante d'usagers et elle me donnait l'exemple de choix par moment qui sont faits dans ces endroits-là, par exemple sur qui va bénéficier des médicaments innovants. Et il lui est arrivé d'entendre des échanges où il y avait la notion de tri dans les patients. Par exemple, dans la BPCO, il y a un médicament innovant, on ne va pas le donner aux fumeurs. Vous voyez ce genre de réflexion-là, qui a priori, devrait moins en bénéficier, etc. Enfin, aurait peut-être moins d'effets positifs, mais c'est aussi des valeurs morales qui font qu'on ne va pas le donner aux fumeurs. Voilà, donc elle, en tant que représentante d'usagers, elle est très souvent intervenue pour rappeler des valeurs de non-discrimination, etc. Donc, elle dit que les valeurs du représentant d'usagers sont voilà. Et elle disait ça vaut pour le privé aussi. Et elle me donnait l'exemple que dans le privé, très souvent, enfin, d'après elle, hein, vraiment, elle constatait que quand il y avait eu un accident ou un problème, il y avait des établissements qui réglaient ces histoires-là de gré à gré avec un chèque en demandant la confidentialité, plutôt que de se lancer dans des actions d'amélioration, en fait. Et elle disait, voilà, le rôle du représentant d'usager, quand il est dans un niveau plus de gouvernance, c'est aussi de porter ce genre de message. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, toutes les places semblent intéressantes et semblent bonnes à prendre, et nos valeurs et ce qu'on porte, oui, et y est utile. Et mes collègues qui participent à ce genre d'endroit, voilà, je les ai jamais entendus dire que c'est du travail. Ça, c'est sûr, mais je les ai jamais entendus dire qu'ils ne se sentaient pas utiles et écoutés. Bonjour, je suis Marie-France Delporte, je suis représentante des usagers pour 2 établissements publics de santé et 2 cliniques privées à vocation santé mentale. Vous avez parlé de patients partenaires et lors de la dernière CDU qui s'est déroulée lundi, je me suis rendu compte qu'une clinique avait recruté un patient comme un professionnel, et je me suis posé la question, quelle est la posture du représentant des usagers par rapport à ce patient, sachant qu'il fait partie d'une association GEM, et aussi comment articuler les actions des uns et des autres. Va-t-il être invité à la CDU? Voilà, je me suis posé plein de questions par rapport à cette situation. Alors, il se trouve que je connais très bien, là pour le coup, sur quoi vous m'interpellez, parce que père aidant en santé mentale professionnelle, je parle de ceux qui sont recrutés en établissement. Il n'y a qu'une seule formation en France qui les habilite à ça, et c'est celle que je coordonne. Dans mon université, j'en suis la responsable. Donc, c'est moi qui la gère. Du coup, je connais très bien leur métier, ce qui est attendu d'eux. Et ce que nous, on aimerait qu'ils fassent, mais qu'eux ne se voient pas faire aussi, en fait, c'est des personnes qui sont très motivées par l'accompagnement de leur père. Donc, ils ne sont pas motivés par la transformation du système.
ils pensent, et c'est sans doute ça aussi la différence, c'est qu'étant professionnels, ils ont très peur que ça complique leur relation avec leurs collègues. Et ils privilégient une intégration dans une équipe que la transformation. Donc, ils ne sont pas là du tout pour relever des dysfonctionnements, enfin voilà, ou alors à toute petite touche et de manière très fine. Ça, c'est la limite d'un acteur professionnel, vous voyez. C'est que, en fait, se professionnalisant, alors il apporte d'autres choses, hein, évidemment. Il apporte le fait, surtout en santé mentale, de changer les représentations des soignants sur quelqu'un qui a une maladie psychique. Et donc, dans ce sens-là, c'est très utile. C'est-à-dire, voyant quelqu'un qui travaille tous les jours, ils n'auront plus la même représentation d'une maladie grave psychique, et donc ils n'annonceront plus la maladie psychique de manière aussi pessimiste qu'ils le faisaient avant aux patients, à leurs patients. Donc rien que pour ça, quelque part, c'est vecteur de transformation, mais quelque part un peu à l'insu du médiateur de santé pair. Donc son rôle est essentiellement dans l'accompagnement, d'utiliser ses savoirs expérientiels et ses savoir-y-faire dans l'accompagnement, d'utiliser son histoire de vie pour donner de l'espoir aux personnes qui l'accompagnent. C'est surtout là qu'il est attendu, hein. Alors, sans doute que des rencontres que vous pourriez le rencontrer pour lui, pour ensemble travailler à votre projet commun, s'il doit y en avoir un ou une articulation, ça serait pas gênant. Il peut venir en CDU, vous pouvez l'inviter une fois, pourquoi pas, pour qu'il présente ce qu'il fait, avec, qu'il vienne en binôme avec un professionnel, hein, parce que voilà, c'est ça, hein, ils sont là, mais il n'y a vraiment pas enfin, les rôles des uns et des autres sont très distincts, en fait. Voilà, il est là pour uniquement favoriser, je dirais, l'accompagnement de leur père à partir de son expérience, de la maladie, et vraiment plus occasionnellement pour soulever un problème de ci ou de ça. C'est un sujet qu'on va aborder plus longuement cet après-midi, quoi qu'il en soit. On va prendre une dernière question, Monsieur Dobtin. J'ai pas de questions. Je voulais juste vous dire, moi, que je vous remercie ce matin de votre intervention. Ça fait quand même pas mal d'années, je suis représentant d'usagers dans différents établissements. Ça fait pas mal d'années que je suis élu, même avant que ça soit la loi. Et je pense que ce matin, vous avez revitalisé, redonné. Et donc, quelque part, vous m'avez réécrit la feuille de route parce que j'étais un peu déprimé. Alors, comme ce n'était pas une question, on va prendre une dernière question ici. Bonjour, Jean-François Hilaire, représentant d'usagers à Lille. Je vous ai entendu parler du directoire, comme quoi les gens siégeaient au directoire. Il semblerait que nous ayons normalement accès au directoire, mais beaucoup d'hôpitaux nous le refusent. Quelles sont les possibilités d'action que nous avons pour obtenir cette possibilité ou ce droit, je ne sais pas ce qu'il faut dire? Je préfère laisser parler France Asso Santé sur là-dessus, je ne suis pas assez qualifiée. Désolée. Allô, salut Olivia, Alexis. Là-dessus, en fait, c'est pas si simple. Alexis Vervial, France Asso. Salut. C'est pas si simple puisque en fait, c'est écrit peu et avec un représentant des étudiants en tant que personne qualifiée. Donc c'est peu, c'est pas doit. Et on est en concurrence, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, avec un représentant des étudiants. Donc malheureusement, c'est à l'acception du directeur. Voilà. Et donc, on n'est pas dans un droit, prescriptif, on est dans un droit peu potentiellement. Donc, il y a un travail en effet de lobbying pour qu'on intègre et que là-dessus, on pourra pas s'appuyer sur les textes. Alors, on va s'arrêter là pour les échanges. En tout cas, si vous reste des remarques, etc. Bon, les temps informels, j'espère, le permettront. Et on va passer du coup à l'intervention suivante, donc d'Aurélie Cassarin-Grand, qui va... Merci beaucoup, Olivia Gross. Du coup, on vous...
On vous libère. Merci pour vos réponses aux questions. Bonne journée à tout le monde et bravo à tous.